70% pour 100%. 70% pour 100%. Si un jour la vie me prive de la morale, je veux que ce soit Bruno Corbin qui devienne mon éditorial. All right. Je prends la job. Une semaine haute en couleur au niveau de la politique provinciale, nationale et internationale. Vous êtes probablement au courant, mais pour la première fois dans l'histoire du Canada, un premier ministre est allé d'allégations qu'un citoyen canadien aurait été assassiné par des agents d'un gouvernement étranger élu démocratiquement. En effet, il semble que selon les informations que notre gouvernement a en ce moment, on aurait de bonnes raisons de croire que le gouvernement indien aurait eu la main dans l'assassinat du leader sikh Hardeep Singh Nijjar. Qu'est-ce qui se passe? OK. Rough comme début de semaine, donc, et crise de gros dossiers qu'on ajoute à la pile d'ingérence étrangère dans la souveraineté du pays dans lequel on vit. Suite à cet incident, on a aussi appris que souveraineté n'est pas juste un mot inventé par le mouvement indépendantiste québécois, et ça a choqué plusieurs personnes. On a aussi eu droit à beaucoup de chicanage entre la gauche et la droite identitaire dans la guerre de culture sur les droits des communautés 2SLGBTQ+, puis je vais le changer la prochaine fois qu'il change là, dans ma chronique, qui a mené à des affrontements entre les restants de conspi post-pandémie qui se cherchent une nouvelle cause à défendre après avoir essayé de laisser un virus mortel se propager sous prétexte que leur liberté était affectée et que ça causait plus de morts à cause des suicides, et une communauté marginalisée dont les droits et libertés sont violés de façon constante et est extrêmement prône au suicide. Mais il faut protéger les enfants contre le virus mortel des idéologies woke. Anyway. Bruno, moi, je te rappellerai, s'il te plaît, à ce moment-ci, que même Hitler aimait les enfants. C'est vrai. Fait que... Justement, en parlant d'Hitler... un ancien combattant nazi a reçu une ovation debout dans la Chambre des communes après que le président de la Chambre, Anthony Rota, n'ait pas fait sa recherche Google pour savoir si Yaroslav Hunka, le gars de 98 ans qui a invité, était un ancien nazi. Hey, c'est-tu une niaise? On demande maintenant la démission du gars parce que ça donne des munitions aux conspis pro-russes qui croient qu'une opération de dénazification se passe en Ukraine. Donc voilà, on est rendu là. On écoute les conspis pour prendre nos décisions politiques. Un ouragan médiatique donc qui enterre toute autre nouvelle parce que c'est pas juste ça qui s'est passé cette semaine. Puis moi, je suis comme un genre de conspi de gauche. Ça se peut qu'on se serve de ces affaires-là, je me dis, pour enterrer d'autres nouvelles déconcertantes, mais moins spectaculaires. Alors, je fouille, tel un Indiana Jones, mais qui ferait sa crise de job à la place de gaslighter des filles qu'il a fourrées quand il était mineur. Je fais de l'archéologie médiatique sans aucune considération pour ma sécurité financière, ma santé mentale ou ma réputation sur Facebook. Ce que j'ai trouvé est assez substantiel, mais mon billet de confirmation pourrait être un peu titillé en même temps. En rafale, la fermeture de centres de traitement des dépendances et leur lien avec leur croissance de l'itinérance. 2 circonscriptions provinciales vouées à disparaître en Gaspésie et à Montréal. Le rapport du protecteur du citoyen et Sonia Lebel qui présente un projet de loi pour mieux protéger les lanceurs d'alerte de la fonction publique. En premier, Valérie Plante veut que 2000 nouveaux logements soient construits par
année pour contrer l'itinérance. Le problème, selon Nicolas Bédard, porte-parole de la Coalition des organismes communautaires en dépendance, c'est que 16 centres de traitement des dépendances ont fermé leurs portes dans les 10 dernières années, éliminant plus de 800 lits destinés aux populations vulnérables. Il estime aussi que si la tendance se maintient en termes de financement, c'est 50% des centres existants qui fermeront leurs portes dans les prochains 18 mois. Tabarnak. Mais tu sais, la CAQ, c'est tellement Voilà. de gauche. Euh, C'est les woke, Ouais. la CAQ. Ouais, il nous avise aussi, comme si on ne le savait pas déjà, que le fait que l'aide aux personnes qui veulent se sortir de leur situation d'itinérante ou de dépendance soit aussi rare est un facteur on ne peut plus important dans la croissance de la population itinérante, qui, par manque de ressources, reste dans la rue et qui, même lorsqu'elle réussit à avoir accès aux dites ressources, n'arrive pas à se trouver un logement abordable pour se repartir une vie une fois qu'ils sont sortis de la rue. Solution, on abolit les sessions de bail. D'ailleurs, en parlant de la CAQ, la CAQ a présenté une nouvelle carte électorale qui abolit 2 circonscriptions, soit celle d'Anjou-Louis-Riel à Montréal et en Gaspésie, les circonscriptions de Gaspé et Bonaventure qui seront fusionnées. La loi électorale veut que les cartes soient refaites pour représenter la densité de la population et comme personne n'en parle vraiment en ce moment, à part de la chicane partisane, j'ai pas plus d'infos là-dessus à vous donner, mais je suis capable d'imaginer qu'il y a quelque chose de louche parce que ça détruit 2 circonscriptions qui ne sont pas des châteaux forts CAQ et qui sont des châteaux forts de pas la CAQ. Sinon, le protecteur du citoyen a fait son bilan le 21 septembre. 3 rapports principaux ont été discutés. La Sûreté du Québec aurait fait du favoritisme lors de l'octroi de promotion et le début de ces pratiques coïnciderait avec l'entrée de Martin Prudhomme comme directeur général de la SQ en mai 2022. Entre autres, plusieurs personnes auraient été approchées pour retirer leur candidature, se faisant dire que le poste ne leur était pas destiné. Voyons, tabarnak. Des personnes ont également été placées dans des postes par intérim sur des très longues périodes de temps, ce qui leur donnait un avantage déloyal sur les autres candidats au poste. En gros, l'ASQ enfreint plusieurs de ses propres règles en termes de gestion des ressources humaines, selon le protecteur du citoyen, à la surprise de personne. Ben là. Toujours le 21 septembre et toujours le protecteur du citoyen qui affirme que le manque de main-d'œuvre dans la fonction publique affecte la qualité des services offerts. Oui, on parle de manque de main-d'œuvre, particulièrement dans les CHSLD, encore, malgré le fiasco de la pandémie. On parle aussi de manque de main-d'œuvre dans les centres de détention, parce qu'on s'en crise des prisonniers. Et quant à la SAQ, le protecteur du citoyen affirme qu'elle a non seulement sous-estimé les conséquences de la suspension de la majorité de ses services du 26 janvier au 19 février 2023 et de l'accumulation des transactions laissées en suspens durant cette période, elle aurait aussi évalué la demande au moment de la réouverture de ses services. La confusion quant aux chambres privées dans les hôpitaux a été aussi soulevée, parce que plusieurs personnes se voient proposer ce type de chambre sans savoir qu'il faut payer après si vous vous faites proposer une chambre privée dans un hôpital. C'est pas gratuit. Et donc se voient donner une facture qu'ils ne voyaient pas venir à leur sortie de l'hôpital. Ouais. Voilà. Et finalement, l'ex-fonctionnaire Louis Robert, qui avait dénoncé le manque d'indépendance dans la recherche financée par le gouvernement sur les pesticides tueurs d'abeilles, a eu gain de cause. Le rapport indique que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, a été informé en 2012 des problèmes du Centre de recherche sur les grains, le Sérum, qu'il finance, mais n'a pas réagi en temps opportun aux différents signalements, ce qui constitue une grave mauvaise gestion. En gros, au Sérum, une chercheuse, en gros, aurait réalisé une étude concluant qu'avec ou sans insecticides néonicotinoïdes, ça, c'est ceux qui tuent des abeilles, les rendements étaient les mêmes, donc inutiles, le tout nuisant à l'environnement, mais le sérum aurait fait pression sur elle afin qu'elle camoufle les résultats de son étude. Et Louis Robert avait été congédié par le MAPAC pour avoir transmis ses documents à Radio-Canada.
Et c'est pour cette raison que, toujours le 21 septembre, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a présenté un projet de loi qui passerait les dénonciations de la fonction publique directement aux protecteurs du citoyen au lieu de laisser les patrons de la fonction publique les traiter. Parce que, c'est ça la loi. Elle a toutefois affirmé que la loi n'est pas une mauvaise loi et c'est difficile de la croire sur la base de ce que je viens juste de raconter. Ben oui. Au-delà du fiasco de l'AMAPAC, elle se base sur un rapport de 2020 qui démontrait que le système actuel perpétue l'omerta et compromet l'indépendance et l'impartialité du traitement des dossiers. On imagine que ce remaniement n'affectera pas les hauts fonctionnaires et les cabinets des ministres parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre que Pierre Fitzgibbon traite les dénonciations de conflits d'intérêts que Pierre Fitzgibbon. Fait que c'est ça, je suis rendu conspi. Je suis persuadé que la majorité des dossiers que je viens d'énumérer vont tomber à jamais dans l'oubli dans les prochaines semaines. Mais pour vrai, tout ça est beaucoup trop complexe et nuancé pour qu'on puisse ne pas s'en crisser. La moitié de la salle est endormie depuis que j'ai commencé ma chronique. Ça anyway. commence à être long. On a perdu le tiers de nos followers. Je pense qu'on devrait continuer de se concentrer sur qui a droit d'entrer dans quelle toilette. Merci Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Gardez le débat à jour. On part un petit peu. 70% pour 100%.